musclé, on est entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est bar. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Wow! Approche-toi pas. Allô les farouches! Mon Dieu, j'ai parlé fort, je m'excuse. Mon nom est Emna Achour et j'utilise le pronom elle. Moi, c'est Coralie Laperrière et j'utilise aussi le pronom elle. Et on se trouve encore une fois à l'espace de coworking La Halte 24/7 dans des locaux et avec de l'équipement qui nous ont été gracieusement fournis par l'équipe de notre média indépendant Pref Pivot. Pref, juste après Cube Radio. Ah oui, on les aime là, égal. Et on a la chance d'être en compagnie d'une invitée qu'on convoite depuis plusieurs mois, Maïka Sondarji. Allô! Ben moi aussi je vous convoitais là, on se convoitait, on s'auto-convoitait. On s'auto-convoitait. Maïka, on est vraiment contente de t'avoir. Je vais laisser Coralie te faire ta petite bio. C'était moi qui faisais ça. OK, oui, tu es professeur agréé. Non, mais on je peux la faire moi là. Non, c'est ça. Ah, mais vas-y. Je suis pas certaine, c'était une offre en l'air. Je suis prof à l'Université d'Ottawa, dans la capitale nationale, comme on l'appelle affectueusement, en développement international et mondialisation. Et voilà, j'écris des livres, puis j'écris des chroniques au devoir, puis des fois je fais à Radio-Canada. Oui! Écoute, c'est très bon. T'as tout réussi ta bio. Vous aviez rien de plus que ça. Bon, c'est assez de base. Non, attends. Les deux premières phrases de Wikipédia. On avait les titres de télé. D'accord. OK, tu viens d'où? Réflexion sur le métissage et les frontières et perdre le Sud, décoloniser les relations internationales. Voilà. Et là, moi, je disais merci beaucoup d'être là. Puis je répondais, ça me fait plaisir. Oui, c'était écrit ça aussi. Oui, en fait, tout ça, c'est scripté. C'est comme Piment Fort. Exactement. C'est pour ça qu'on invite vraiment des professeurs d'Université d'Ottawa. Oui. Là, pour... Mais tu sais que j'ai étudié en théâtre. Ah! Ça, c'était pas dans ta bio, hein? Oh, non. C'était It's been a while avant qu'on se connaisse en journalisme. Ben oui, parce que c'est ça, j'allais dire. Mais t'as un petit theater kid energy. Comme... J'ai pris mes 2 cafés, là. Je suis partie, là. T'as des mains très jazz. Oui. Ah, ben oui, parce que c'est ça, j'allais le dire. Maïka, on se connaît. On se connaît. On a jadis fréquenté les mêmes bancs d'école beige et brun de l'UQAM. Participé au même party de fin de session de bac en journalisme. Très heureuse de te retrouver. À l'Astral 2000, ça me fait plaisir. 2000, represent. Mais c'est ça, là, OK. Quand est-ce que tu as étudié en théâtre? Avant Genre à l'université, au cégep? Au cégep, moi, j'ai fait un DEC en théâtre. Et là, mon rêve, c'était à Sherbrooke. C'est comme Saint-Laurent, je pense qu'il y a ça à Montréal. C'est un prix universitaire, en fait, personne qui fait le DEC en théâtre va à l'université ou presque. Mais c'est un 2 ans sans audition, là. Donc, ça veut pas dire que j'avais aucun talent. Ça veut juste dire que j'étais dédiée à l'acte théâtral. Et après, j'ai essayé toutes les écoles de théâtre. Conservatoire, École nationale, Québec, Montréal, les cégeps, tout ça. Et j'ai été rejetée à toutes ces écoles. Non. L'une après l'autre, avec des lettres qui me disaient... Et là, déjà 3 minutes into le podcast, je suis déjà dans le trauma. On est deep, là. Non, mais c'est ça. Donc, après ça, j'ai mon deuxième choix. C'était journalisme. Journalisme qui était pas évident non plus. Non, Il prenait 60 personnes sur comme 300 candidatures. Est-ce que c'est parce que tu tiens à mentionner qu'on est vraiment hot? Bon, on est vraiment comme... On a une grosse cotère, en tout cas. L'élite. On est... OK, attends. Là, faut que je fasse une parenthèse. La cotère. Moi, là, je me suis démenée au cégep, OK? Moi, j'ai fini avec une cotère de 33, OK? J'ai pas eu de vie. Non, c'était une maladie, OK? Parce que je voyais que pour rentrer à l'université à l'UQAM, c'est ça, ils prenaient juste 60 personnes, super contingenté. Ils disaient minimum de cotère 24. Ben, moi, j'étais comme, faut y aller fort, tu sais. Oui. Fait que là, on fait les 33, tests. c'est genre médecin. Mais non, mais moi, j'étais fucking crinquée. J'arrive à l'université, je parle à toutes mes camarades, les 59 autres, puis ils sont toutes comme « Ouais, moi j'ai eu 24, moi j'ai eu 25 de cotère. » J'étais comme « Mais... » Mais ils disent que journaliste, c'est contingenté comme à 31, ce que je trouvais étrange, effectivement, parce que 33, c'est comme médecin. Mais oui, exact, ouais. Là, fait que pour travailler à Cube Radio, il te faut comme 31 de cotère. Non, moi, mes collègues, je les salue. 2009, la cohorte 2009 à 2012 de l'UQAM. Oui. Tout le monde fumait du pot et avait du plaisir au cégep pendant que moi, je faisais des nuits blanches pour étudier la littérature québécoise. Oui. Voilà. Sur ce gros tour d'horizon. Mais je me demandais, est-ce que... Parce que toi, t'as pas arrêté. Parce que là, c'est ça. Le rejet du théâtre a fait que t'as fait, je pense, je fais mon bac en journalisme, puis après ça, 14 moi, je change de années. carrière sans regarder derrière. Là. Moi, journalisme, j'étais all-in journalisme. Mais t'as-tu travaillé comme journaliste ou t'as continué tout de suite tes études? J'ai travaillé quelques mois comme journaliste. À la fin de mon bac, j'ai eu ce qu'on appelle le prix Lisette Gervais, qui donnait comme un... Une petite stage? Ça donnait un stage à Radio-Canada, à la recherche, à la radio. Pas payé ou... Oui.
payé à Montréal, ce qui était incroyable. Ouais, parce pas que genre à Sudbury. Non, c'est ça, parce que dans mon temps, effectivement, tout le monde partait à l'étranger, Ouais. dans le Canada anglais ou dans la région québécoise. Fait que j'étais vraiment chanceuse, mais comme j'assumais que j'allais pas avoir de job parce que 100% de nos professeurs nous disaient qu'on n'allait pas avoir d'emploi à la sortie. Dès le premier cours, c'était super motivant comme bac. Super. Fait que moi, je m'étais inscrite à la maîtrise en sciences politiques parce que j'avais aucun espoir. Et mon expérience de recherchiste n'a pas été si extraordinaire parce que j'étais pas si bonne, en fait. Ben, pour de vrai, là, Alors que maintenant, tu dire fais de la recherche. En ben, plus. c'est parce pas le que même genre il y a une de- différence, c'est ça, il y a une différence entre faire un dossier de recherche sur Guillaume le Métis-Vierge, real story, et faire de la recherche pendant 5 ans sur comme la Banque mondiale. Tu sais, il y a comme je trouvais que tu sais j'étais pas à ma place, tu sais, puis j'étais pas assez dévouée, puis j'étais pas assez bonne pour comme OK, ouais, ce sujet-là, je vais tellement être all-in que je vais aller au fond des choses, ou tu sais, c'était pas Mais c'était être pas moi. recherchiste, moi je l'ai fait aussi pendant quand même. C'est dur Après d'être ça, une bonne recherchiste. mais c'est une job en soi là, comme Oh, oui. quand on est journaliste, des fois il faut qu'on soit recherchiste aussi, Ouais. mais les gens qui sont recherchistes de métier là, Ouais. c'est genre c'est des crinqués là, Oui, c'est oui, comme ils ont toute mon admiration, puis moi Oui, si oui. je suis riche un jour, je veux mes propres recherchistes, je veux jamais faire leur travail. Juste dans ta vie, quoi. Non, mais tu sais comme moi j'étais Juste dans ta vie, Oui, juste juste pour dans ma savoir vie. quoi magasiner. C'est ça, exact. Est-ce que Où c'est est-ce que la je veux carotte? vraiment pas faire Google Search. c'est là, ça. t'es Où est-ce comme- que les fraises sont en spécial? Je veux que quelqu'un me Nancy, dise. Nancy, où sont les fraises en spécial? Mais non, mais j'ai été, c'était parenthèse là, recherchiste sur un documentaire sur le hockey, évidemment, Oh, oui. parce que j'étais journaliste, je voulais être journaliste sportive à l'époque. Puis c'était comme, fallait que je retrouve les joueurs de hockey du Canadien de la décennie des années 70 qui ont gagné genre 9 coupes Stanley sur 10 ans, genre une affaire de même. Que tu les track down. Fallait que je les track, mais je trouves. les track down agressivement, là. Comme il y en a qui habitaient genre en Floride, puis là j'appelais genre tous les gens qui avaient le même Wow. nom sur la même rue en Floride. J'étais comme un peu coucou là. Fait que ouais, c'est ça être Non, recherchiste c'est pour ça, moi. C'est un peu C'est intense. vraiment dur. Puis aussi, je voyais les gens de l'autre côté. Tu sais, je voyais, mettons, les dossiers de recherche. Puis là, je voyais les journalistes qui interviewaient, les animateurs qui interviewaient des gens. Puis je suis mais moi, en fait, je veux être ça. C'est Je ça. veux être la personne qui a un sujet. Ouais. Juste un, mais qui est bonne là-dedans. Tu sais, Ouais. Fait que j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat, puis j'ai jamais arrêté. Puis je suis allée jusqu'au bout de toutes les études qu'on peut faire. Ah, puis on pose cette question-là à tous aussi les invités qui viennent à Ok. Farouche. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Ouh! Écoute, j'ai une enfant de 2 ans qui se lève à 6 h du matin. Moi, je suis farouche depuis 5h45 le matin. Tu peux pas être autrement. Non, le niveau de caféine qu'il y a dans mon corps, il n'y a aucune autre manière. D'ailleurs, aussi, c'est une fille, fait que ça me rend encore plus farouche. Ouais, hein? Ah. Parce que je suis convaincue que depuis qu'on se connaît, même avant, t'es une féministe Ouais. qui milite et tout. Non, qui milite pas. Mais On qui a dit milite, qui non. milite pas. Non, parce Non, que tu n'es pas une Je suis militante. On une n'est pas féministe sur- assumée, Ah oui, mais bon. féministe On peut le assumée. dire quand même. Le mot militant a une mauvaise presse, mais on doit s'avouer que si on se bat pour la justice sociale, On était un peu On tous est des un peu militants finalement, n'en déplaise à nos il y employeurs. a des un militants peu, qui se battent pour enlever des droits à d'autres personnes. Mais ça, c'est pas des Ça, c'est militants. aussi, les gens considèrent pas ça comme des militants, mais entre vous et moi, c'est un projet militant. C'est ça, Ouais. c'est un tout autre sorte de militantisme, tout à fait. Mais est-ce que justement la maternité t'a rendu plus farouche? Ah oui, vraiment. Mais surtout en lien avec comment je vis les débats publics, mettons, en ce moment. Je vois beaucoup de mépris, je vois beaucoup de haine. On dirait que les gens sont tellement... Ils n'ont plus de filtre. Puis là, j'imagine ma fille vivre dans cet environnement-là où si t'es une femme, puis si, encore plus si t'es une femme qui est pas blanche, puis tu te positionnes sur la place publique, oh my God, tu reçois des sauts des déferlements de mépris puis de haine, puis ça me fait capoter. Puis donc, j'espère... J'aurais espéré laisser un monde un peu meilleur à ma fille, mais il y a comme d'autres problèmes qui pop-up, puis on peut pas... ouais. Ouais, écoute, on va travailler Puis là-dessus. là, tout le monde 2 ensemble. ans, fait que Ouais. semi-bébé bébé de fin pandémie? Oh, non, Non? on était passé la pandémie. Ah Les oui, là, gens- c'était les plus gens, ça, là. on donnait terrasse. des becs ces jours en Ah masse. ouais. Oui, elle est allée ses terrasses en masse. Oui. Parfait. Puis c'est comment être justement maman alors que tout se passe? Parce que moi et Emna, on a pas mal mis une croix là-dessus. Fait OK? qu'on est comme, qu'est-ce? Écoute, C'est-tu beaucoup d'anxiété? moi, je pleure plus souvent, en fait. Il y a quelque chose par rapport... Je pense que c'est sûr que ma pratique professionnelle a changé parce qu'il y a des moments où vraiment je décide de pas travailler, tu sais. Puis les gens qui sont dans l'académie qui sont comme surpris, là. J'ai un collègue masculin à qui j'ai dit que je travaillais pas la fin de semaine, puis il était comme, quoi? Tu réussis à pas travailler la fin de semaine? Puis je suis genre, t'as 2 enfants. Tu c'est ça. réussis. Toi, Ah ouais. c'est ça. Toi, t'es Je suis vois comme- tes enfants? Ouais, c'est ça. Toi, tu fais quoi la fin de semaine? Ben, le soir, il va travailler ou tu sais. Donc, il y a ça dans ma vie professionnelle.
Mais dans ce qui se passe dans le monde, là, pour de vrai, tu sais, il y a quelques semaines, j'avais écrit un texte là-dessus, mais il y a une mère à Gaza, tu sais, qui a perdu 8 de ses enfants. Ouf. Ouais. Comme, j'étais dans mon char, puis j'entends ça à la radio, puis je pleurais. C'était comme... Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant, ben j'imagine, ma fille, c'est pas une joke, là, je suis comme vraiment, ça me prend au cœur, là, tu sais. À un moment donné, il y a 2 sœurs de Gaza qui s'en venaient au Canada, qui avaient été acceptées comme réfugiés ou comme immigrants, puis ils allaient commencer leur doctorat comme à l'université en Ontario. Puis ben, ils ont été tués à bout portant, puis ils sont juste jamais venus, tu sais. Puis là, je suis comme... Ah, OK. Tu sais, moi, ma fille, elle pourra pas vivre... Elle vivra pas ça. Ouais. Fort, c'est pas parce qu'elle a mérité plus ou moins, c'est juste parce qu'elle est née quelque part où est-ce qu'elle vivra pas ça. Exact. Moi, d'ailleurs, ces temps-ci, je suis en train de me dire ce que j'aimerais qu'il arrive à Bibi Netanyahou. Oui, on l'appelle Bibi. Ouais, on est bien dans le Bibi. Ça a l'air cute, mais c'est plus pour le déshumaniser. Oui, on essaye un petit peu. Puis Bibi, moi, on dirait que je suis comme... Je compte l'intelligence artificielle, puis toutes les affaires de Neuralink, là, de Elon Musk, puis de jouer dans la tête. Mais j'étais comme, mettons qu'on trouve une affaire à la Severance, OK? Que les méchants, on leur fait juste vivre les shit qu'ils ont fait vivre à d'autres. Tu sais, genre, pas longtemps, là, une semaine de semi-torture. mais ce qu'ils ont vécu à d'autres. Fait que là, tu fais vivre, genre, juste des deuils de mère à Bibi pendant, genre, une Mais bonne Bibi, on le semaine. sait-tu? Y a-tu une histoire déchirante comme Adolphe, Bibi, là, de genre, il a pas été refusé dans toutes les écoles de théâtre, tu sais? Y a-tu déjà vécu il est juste foncièrement d'aussi loin que je peux me ignoble. rappeler de son histoire, c'est que la lignée pour devenir un dictateur malveillant. Là. Il a été dans le parti vraiment longtemps. He was born this way. Mais tu sais, en Israël, aussi, t'es vraiment brainwashé quand tu vas dans l'armée, souvent. C'est ça. Comme ça commence jeune, là, c'est à ça, 18 ans, quand tu rentres dans l'armée. La propagande est bonne. Oui, on devrait apprendre d'eux. Oui, c'est ça. C'est pour le cool. projet féministe, là. Oui, c'est ça. La révolution par la propagande. On en voit des fois, là, il y a un gars sur Twitch, là, il fait des petits chat roulettes des fois, puis là, il tombe sur des Israéliens, puis à toutes les fois qu'ils le voient, ils sont comme « Fuck you! Fuck la Palestine! Fuck le bébé! » Puis t'es comme... Le gars, il a pas ouvert la bouche, puis c'est comme directement ça, avec des jeunes de genre 14 ans dans les écoles. C'est un petit peu effrayant. Je me demande mais c'est vraiment aussi, ils ont tous dire. le même discours, fait que t'es comme ça leur a été enseigné, c'est imprégné ici. Il y a de la place pour rien d'autre. Mais c'est fascinant. Mais t'en parlais un peu, justement, tu disais dans mes chroniques, ça, parce que t'as pas été journaliste longtemps, t'as été plus recherchiste. 3 mois! Tu écris des chroniques dans Devoir, fallait bien se servir de ces skills appris c'est dans... ça, je fais plus de journalisme, mais j'ai jamais autant fait de journalisme dans ma vie. Même chose. Ouais. Mais t'écris des chroniques dans le Devoir, donc t'es analyste, entre autres, à Zone Info, sur les ondes de ici RDI. On peut t'entendre sur les ondes d'ici Première de temps en temps aussi. Est-ce qu'il y a si t'es capable d'en nommer une nouvelle dans l'actualité récente qui t'a particulièrement marqué ou que tu casses les oreilles de ton entourage avec? Oui, cette semaine. Je sais pas si vous avez entendu parler de Alligator Alcatraz. Mon Dieu, oui. On est comme dans le Moyen-Âge. C'est rendu où on construit des camps où on enferme les gens sans mandat d'arrêt. Parce que tu sais, dans le Moyen-Âge, il y avait le terme hors la loi, là. Puis ça, c'était quand quelqu'un faisait un crime, ben t'étais hors la loi maintenant, fait qu'à la fois, on te protégeait plus, t'étais comme plus considéré comme faisant partie du contrat social. Puis là, Alligator Alcatraz, c'est un peu ça, parce qu'il y a des gens qui se font arrêter par ICE, là, la police de l'immigration, qui se font kidnapper. Moi, je le dis comme ça maintenant dans les médias. Oui, vraiment. Ces gens-là se font kidnapper. Tu le dis dans les médias, tu l'assumes, ça? Ah oui. Okay, parce parfait. que les gens de ICE, ils sont masqués. Ouais. Ils sont dans des voitures banalisées, souvent. Fait qu'ils te montrent pas leur carte comme une police devrait le faire, là. Ils te prennent dans la rue parce que t'as l'air d'un immigrant. Ils vont chercher du monde qui sont là depuis des années parce que, tu sais, il y a une différence entre être criminalisé ou illégal puis être sans papier ou être non régularisé. Ça peut faire 20 ans que tu habites dans le pays puis tu as des enfants puis tu habites dans des villes refuges comme Los Angeles puis tu travailles puis tu payes tes impôts puis tes enfants vont à l'école. Tu fais partie de la communauté. Mais là, tu te fais arrêter parce que tes papiers sont pas réguliers. Ils mettent tout ça dans le même bateau. Exact. Puis il y a même j'avais lu un article, il y a des Navajas, des Autochtones qui ont été arrêtés. Parce que vous êtes illegal. J'étais là avant toi. Puis je suis juste un peu brun. C'est pour ça que comme là, on peut pas se cacher. Là, à un moment donné, il y a des limites à dire qu'on fait ça pour la sécurité des États-Unis. Mais non, c'est ça. Donc, Trump a construit ce camp sur le site des Everglades en Floride, qui est un site de genre marécage avec des boas venimeux puis des crocodiles. Puis là, il dit mais tu sais, s'ils veulent, ils peuvent essayer de s'enfuir, ils vont juste avoir à courir en zigzag puis à faire des blagues c'est ça, là. sur des êtres humains qui vont être comme tués par des animaux sauvages.
C'est là où on est rendu comme mais c'est ça, c'est atroce, mais ça respecte toute l'espèce de suite des choses qui nous montrent depuis qu'il a été élu. Là. C'est comme, tu sais, ces posts sur Twitter, Instagram, machin de... Truth Social. Oui, Truth Social, ces posts où est-ce qu'il... Ben, déjà, appeler ça des illegal aliens, là, c'est ça le nom affectueux que lui puis toute son équipe donne. C'est quoi, à un moment donné, il a fait une vidéo, je pense qu'on en avait parlé à Farouche, de ASMR de prisonniers. Parce que les vidéos ASMR sont bien populaires. Puis là, c'était comme plein de prisonniers enchaînés. Puis là, comme, oh, regardez le bon... tu sais, puis t'es comme, OK, pour vous autres, c'est un jeu, là, cette histoire-là. Exact. Là. Ah oui, puis ils ont fait une vidéo, justement, d'intelligence artificielle avec des alligators avec des casquettes de ice. Ah oui, puis c'est comme si t'as des alligators. Il y a vraiment... en plus, l'intelligence artificielle, c'est très fascisme, là. Ils aiment vraiment ça, là. Tout ce qui est... C'est vraiment toute l'image, là, est réutilisée beaucoup. Il y a un courriel de financement récemment du Parti républicain, j'allais dire Parti conservateur, lapsus. Le Parti républicain a envoyé un courriel de financement pour financer ces initiatives-là, dans lesquelles il parle de justement des liens, on est comme fiers de ça, de les envoyer dans un camp. On vend des casquettes puis des t-shirts avec des alligators puis des alligator Alcatraz pour financer ce projet-là. Ouais, on fait du cash sur la misère du monde. Là, on fait du cash avec de la cruauté. Ouais. On se vêtit de la cruauté. On se vante de la cruauté. C'est rendu à un niveau où c'est passé le stade ça, par contre, il va falloir les acheter parce que là, les trucs nazis, là, ça vaut cher sur Internet. Là, fait que achetons une casquette. Non, mais c'est comme ça. C'est un autre niveau de cruauté, de déshumanisation. Parce qu'en fait, pour faire atteinte aux droits et libertés des gens, il faut que tu les déshumanises. Ouais. Parce que si tu les considères comme des humains... Ça passera pas. Ben non, évidemment. Mais là, de rire, comme tu disais, de rire, de faire des blagues sur ces gens-là. Tu peux penser que des gens n'ont pas le droit d'être ici. Tu peux penser que des gens sont illégaux. Mais là, il y a des limites à la déshumanisation. Ouais. Oui, puis en plus, quand ils arrêtent, là, moi, ce qui est fou dans ces images-là, c'est qu'on les voit souvent arrêter, puis là, tu vois, c'est comme, hey, c'est du linge de travail, ça. C'est une chaîne de travail pour faire de la construction. C'est comme, c'est pas, tu sais, un t-shirt, tu sais, comme il disait qu'il était dans les gangs. Ben non, c'est ça, là, ça paraît qu'ils travaillent. Ça a toujours été un prétexte. Puis aussi, il y a de plus en plus aussi, on fait, hey, sont où les femmes? Parce que souvent, on voit beaucoup des vidéos d'hommes. Tu sais, ils essaient de prendre des vidéos d'hommes, beaucoup de dos, là, pour pas qu'on voit leur visage souvent dans ces vidéos-là. On met pas les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont arrêtés quand même. Mais ça, c'est pas partie de la propagande. Récemment, il y a un cas où ils ont renvoyé 2 familles de gens comme ça qui travaillaient depuis plusieurs années. Les enfants étaient nés. Les enfants étaient citoyens états-uniens. Parce que M. Trump n'a pas encore réussi à changer la Constitution. Là. Quand tu nais sur le territoire, tu es citoyen. Puis là, ils ont renvoyé les familles. Puis il y en a une qui était enceinte. Puis un petit gars qui avait le cancer stade 4. Fait que là, ils ont renvoyé 2 familles dont les enfants sont citoyens, dont un enfant a le cancer, dont une femme enceinte. Ils les ont renvoyés au Nicaragua alors que ça faisait des années qu'ils habitaient aux États-Unis. Puis ça, c'est parce que dans le premier mandat, il s'était fait beaucoup critiquer parce que il avait séparé des enfants de leur famille. C'est vrai. Donc là, il a demandé au maire, il a dit, ben voulez-vous les laisser ici? Ben oui, tu vas-tu laisser un enfant de 4 ans qui a le cancer derrière, tu sais? Fait que les partis sans sa médication. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, on va pas montrer ces cas-là. On va montrer les cas d'hommes qu'on peut associer. Je sais pas si vous vous souvenez, là, celui qui avait des tatous sur les mains. Puis il avait comme photoshopé un tatou qui voulait représenter des lettres qui représentaient un gang de rue alors que c'était clairement photoshopé. Ben, ils ont fait... c'était genre... c'était carrément... C'était du Times New Roman collé. Oui, c'était pour dire comme, tu sais, quand les conspis, des fois, là, les conspis, ils font ça, là, ils font de la numérologie. Mais tu sais, ils sont comme, OK, quand tu prends un Red Bull, tu prends les lettres, tu les additionnes, ça fait 666. Fait que boire du Red Bull, c'est le démon. Fait que là, c'est ça qu'ils ont... Ouais, fait qu'ils ont fait ça, mais tu sais, le gars avait genre une tête de mort, une étoile, une fleur. Tu sais, c'était comme random. Il était comme, non, quand tu les associes, ça fait MS-13. Il va faire un attentat. Ouais, c'est ça. Puis par rapport à Alligator Alcatraz, moi, ce que je trouve fou aussi, c'est qu'on parle pas beaucoup, c'est à quel point, tu sais, ils ont construit, je pense, 5000 lits en 8 jours. En fait, tu fais... Et ils ont mis de la surveillance, des clôtures, t'es comme, OK, mettons, pour des sans-abri, combien de lits vous pouvez faire en 8 jours, tu sais? Parce que là, ça, c'est en mode surveillance et en mode prison, là. Fait que ça veut dire des lits free for all, chill, en cas d'urgence. On pourrait en faire 10-15 000, puis on ne les fait pas. C'est tout le temps ça que souvent, quand on me pose des questions par rapport à des postes budgétaires, on me dit « Ah, on a augmenté le montant de la défense. On a augmenté le montant pour ci, pour ça. » Là, on répond à M. Trump « Ah oui, on va accepter tel truc. » Il y a plein d'argent qui, soudainement, apparaît.
Mais pour d'autres choses, l'argent est jamais là. Pour augmenter le salaire des infirmières, l'argent est pas là. Pour augmenter le salaire des professeurs, l'argent est pas des professeurs de primaire, l'argent est pas là. Pour avoir des services fiables, stables pour les personnes en situation d'itinérance, l'argent est pas là. L'argent est là. Ouais. C'est juste des choix politiques qu'on fait. Ben vraiment. Oui, puis de la façon qu'on en parle, moi, je serais curieuse de voir ton avis là-dessus, là, quand toi qui des fois commente l'actualité. Parce que moi, l'autre jour, c'est mon petit plaisir ces temps-ci j'ai 2 plaisirs. Ces temps-ci, je regarde les articles qui parlent de réchauffement climatique qui ne disent pas réchauffement climatique. En ce moment, grosse sécheresse dans les prairies. J'ai vu 4 articles là-dessus. Aucun parle du mot réchauffement climatique. Vraiment. Ils disent quoi? Rien. Ils disent fait chaud? Il fait chaud. Il y a une sécheresse. Hein? Il a jamais fait aussi chaud. Il a jamais fait aussi chaud. Ça arrête là. Fait que ça, c'est mon premier plaisir. Mon deuxième plaisir, c'est de voir à quel point Radio-Canada et les grands médias n'osent pas coller des mots à certaines affaires qui se passent dans l'administration Trump, genre Alligator Across. J'ai vu un beau petit reportage là-dessus. Et là, ils sont là. Ils veulent pas dire camp de concentration. Parce que, c'est pas officiellement un camp de concentration. Trump a pas dit que c'est un camp de concentration. Fait que là, ils disent, certains organismes humanitaires n'apprécient pas les infrastructures. C'est comme ça, camp de concentration. C'est un camp de concentration. Fait que, moi, je suis curieuse. Toi, justement, tu dis kidnapping. Ouais. Est-ce qu'on te le reproche? Est-ce que, tu sais, c'est comment dire des mots? Employée. Non. T'es une pigiste, je sais pas c'est quoi ma terminologie, mais oui, ils ont je suis quand payée, même... mais... Faut quand même que tu respectes les lignes du truc, non? Moi, c'est ça que je tiens à dire, par exemple, parce que oui, on a cette impression-là, mais il y a vraiment une différence entre les commentateurs, les chroniqueurs... Fait que c'est de leur faute. Ça, puis... Non, mais il y a peut-être des guidelines pour les journalistes. Ouais, j'imagine que oui. Puis moi, je suis vraiment, par exemple, extrêmement à cheval sur la mesure puis l'exactitude. Je suis prof d'université. Ouais. Fait que je peux pas dire n'importe quoi. C'est ça. Puis je pense pas que les commentateurs devraient dire n'importe quoi non plus. T'sais. Fait que, mettons, traiter, je sais pas moi, Trump de Hitler, non. Dire que, je sais pas moi, Trump c'est un sadique, non. Il y a des termes que je suis vraiment à cheval sur le fait de le terme génocide, le terme guerre, le terme envahir. Il y a, tu sais, bon. Puis Trump, moi, pendant longtemps, depuis au moins 1 an ou 2, on a des débats là-dessus dans l'espace public, avec mon chum, sur est-ce que c'est un gouvernement fasciste. Puis moi, je disais tout le temps, il répond aux critères d'une idéologie fasciste parce qu'il a dit énormément de choses qui sont extrêmement problématiques. Il y a, même dans ses campagnes, tu sais, il dit des choses, il déshumanise, il fait beaucoup l'appel à la tradition, il dévalorise des femmes. Bon, il y a plein d'aspects, là. Mais là, rendu là, après le 6 janvier, il y a un historien, Paxton, un historien du fascisme qui disait, après qu'ils ont envahi le Capitole, là, il a dit, OK, là, il y a de la violence. Là, il faut dire que il y a des pratiques fascistes. Puis là, moi, avec ICE, puis avec genre de trucs comme un camp de travail, pour moi, là, c'est rendu des pratiques fascistes. Puis comme universitaire, je peux le défendre. Je peux avoir des arguments. Comme un jour, dans une chronique, j'ai parlé de... Même pas dans une chronique, en tout cas. Peu importe où, j'ai dit... j'ai parlé du patriarcat. Puis là, certaines personnes au Journal de Montréal ont écrit des chroniques pour dire comment j'étais une féministe radicale frustrée, Parce que t'as dit le mot patriarcat. T'as dit le mot en P. Alors, le mot en P. Alors que pour moi, le patriarcat, c'est un truc qu'on peut définir. Ouais. C'est un truc qu'on peut dire, si tu veux combattre le patriarcat, c'est-à-dire une société basée sur la domination des hommes sur les femmes, on peut en parler, mais je dirais pas des trucs qui sont pas... En tout cas, tu sais, mais c'est quand même un fait. Là. C'est un mot qui existe, on doit l'utiliser pour expliquer. Moi, dans les médias, quand ICE kidnappe des gens, je dis, il y a eu... on parle de kidnapping, il n'y a pas de mandat d'arrêt. C'est ça. Donc c'est vraiment... c'est important pour moi de faire la différence. Puis je pense que dans le journalisme, des fois, ils poussent cette note-là un peu plus loin. Tu sais, moi, jusqu'à aujourd'hui, là, le mot génocide, on me suggère gentiment, au Devoir, par exemple, mais vraiment gentiment, là, je le dis même pas ironiquement, là, au lieu de dire c'est un génocide, on va dire les experts de l'ONU. Ouais, l'ONU ou tous les experts disent que c'est un génocide. Ouais. C'est une différence quand même mineure, mais je pense que pour certains médias, surtout par rapport à ce qui se passe à Gaza, il y a tellement de backlash. Dès que des mots comme ça sont utilisés, moi, il y a des organismes financés par Israël qui écrivent au Devoir à chaque fois que j'aborde ce sujet-là. Fait que je comprends qu'ils veulent se backer. Fait que c'est pour ça que, pour avoir été journaliste, on est très critique du système, mais je pense qu'on peut comprendre aussi, dans les pratiques journalistiques, voilà. Mais après, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser des euphémismes quand les choses sont réellement... c'est ça, prouvables et définissables. Puis au moins, de faire une comparaison, là, je veux dire, justement, il y a du monde qui ont mis en photo, des camps de concentration nazis avec les conditions en ce moment qui
que les migrants vivent, c'est à peu près la même chose. Ça, tu vois, j'utiliserais pas le terme camp de concentration parce que c'est un terme chargé historiquement. Mais c'est la définition d'un camp, disons, un camp de travail. Parce qu'en ce moment, ce qu'on comprend pas aussi beaucoup dans les médias, c'est on parle d'expulser les gens, on les arrête puis on les expulse parce que c'est des criminels. Bon, c'est pas ça qui arrive. On les met dans des camps, on les fait travailler pour quelques sous de l'heure pour un complexe carcéral, là, pour des prisons privées qui travaillent pour des compagnies privées. Donc là, c'est quoi la différence entre ça puis juste un camp de travail? C'est ça. Où on envoie un bang politique. À CICOT, je pense on a prouvé là, qu'il y avait de la torture aussi. Il y a des gens qui meurent en détention. Oui, ça, oui. Il y a quand même ça. Ça commence à ressembler. Ça commence à quel moment on peut se permettre de dire que c'est fasciste puis c'est un camp de concentration ou un camp, disons, un camp de travail? À quel moment? C'est quoi le... Je veux dire, on peut bien... Puis rendu là, tu sais quoi? Vu que je suis plus dans les médias, dans les débats publics là, depuis quelques années, je suis tannée des débats sémantiques, j'y participe là, activement. J'écris souvent des textes pour dire, bon, ça c'est du fascisme, ça c'est ci, ça c'est ça. Mais après, là, mettons ça de côté, puis juste, on peut agir face à... Oui, à la limite, on peut dire 100 personnes dans une petite cellule, dans des bunk beds. Peu importe comment t'appelles ça. C'est pas cool. C'est ça, exact. Puis il y a tout... Trump par rapport à Mme Dani aussi, en ce moment, là. Comme il a carrément... Il a dit qu'on devrait l'expulser, le nouveau maire de New York. Moi, j'avoue, j'ai peur pour lui. Moi, plus ça va, là, plus je suis comme, y a quelqu'un qui peut checker ses breaks. Comme ça fait peur. Trump peuvent aller jusqu'à la violence, fait que c'est très préoccupant. Mais il disait ça d'Obama aussi, tu sais. Montre-moi ton certificat de naissance, montre-moi parce qu'il assume toujours que les Bruns sont pas, tu sais, états-uniens. Exactement. Mais c'est fou parce que c'est ça, moi comme tu dis, on a été journaliste, fait qu'on sait, on essaye d'avoir de l'empathie. Moi, je t'avoue, mettons, depuis le 7 octobre au soir, j'écoute plus Ici Première. Je suis plus capable. Puis je le sais qu'il y a des journalistes encore que je respecte qui sont là, des chroniqueuses que je pourrais écouter, mais je trouve ça trop violent. Moi, que tu me donnes autant de temps d'antenne à des pauvres Israéliens qui peuvent plus aller à leur maison de vacances avec ce qui se passe, puis aux familles décimées à Gaza, pour moi, ça se peut pas. C'est pas égal. Ça me rend malade, genre. Ouais. Mais... Puis là, c'est drôle, j'ai fait une story récemment où est-ce que j'étais comme... Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là, dans les derniers temps. Il y a eu des invités très problématiques à Ici Première, mais comme partout, qu'on laisse parler justement d'Israël. Tu sais, l'espèce de deux côtés de la médaille. Là. Is it really a thing? Est-ce que ça s'équivaut? Est-ce que ça a pas... Ouais, Jean-Luc Godard disait l'objectivité, c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour les nazis. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Où est-ce qu'on trace la ligne? T'sais, comme je veux dire, Pivot, c'est un média indépendant, par exemple. On les salue. On est bien content de parler dans leur micro en ce moment. Mais on les aime pour vrai là, parce qu'on on a l'impression qu'ils traduisent justement qu'est-ce qui se passe pour vrai. Puis oui, accordent pas... Des fois, peut-être qu'ils vont jamais parler au côté Israël parce qu'on devrait pas parler au côté Israël. On devrait pas avoir de l'empathie pour ce côté-là. Fait que il y a vraiment pas deux côtés de la médaille. C'est souvent... c'est qu'il n'y a pas toujours deux côtés de la médaille. Puis quand il y a 1% des gens qui pensent que les changements climatiques n'existent pas, c'est pas un côté de la médaille. Là. C'est ça. C'est une graine une graine de sable sur la plage. Là, mais effectivement, je pense que Radio-Canada, par exemple, a tellement été accusé d'être à gauche, d'être quote and on dirait qu'ils veulent woke, que là, ils penchent de l'autre côté. Fait que c'est pour ça que moi, j'argumente avec des gens souvent beaucoup plus conservateurs que moi, puis je vois, les gens pensent encore que Radio-Canada, c'est un repère de gauchistes. Hey, moi, la plupart des commentateurs avec qui je suis, c'est pas des gauchistes. Michel Courcin puis Jean-François Lisée. Oui, moi, j'étais curieuse parce que t'es comme une des seules, avec Émilie Nicolas, je pense, là, qu'on pourrait qualifier à gauche, puis là, je suis comme, hey, c'est comment... Comment rester calme? J'aime ton facial en ce moment. Comment rester calme devant Jean-François Lisée? Moi, j'ai jamais argumenté contre Jean-François Lisée. OK, c'est ça. Non, moi, j'ai argumenté avec des gens qui sont effectivement très conservateurs. Il y a plein de types de conservateurs. Okay? Moi, là, discuter avec quelqu'un qui a un projet politique vraiment différent du mien, j'adore ça. Comme il y a je peux la nommer, Natacha Kérédine, qui est une commentatrice très conservatrice, qui était longtemps associée au Parti conservateur, mais qui est extrêmement intelligente. Puis qui souvent va aborder les sujets de son point de vue, comme on le fait tous, par ailleurs. Là. On a tous une positionnalité, des opinions politiques, là, qu'on dise que oui ou non. Là. Mais donc, elle est très intelligente, puis on discute, puis elle m'accorde des points quand elle voit que que j'ai un argument qui fait du sens, puis je lui accorde des points quand... Tu sais, on discute. Il y a une bonne foi, là. Ah, tout à fait. C'est une commentatrice qui a des choses à dire. Moi, ce qui me pue au nez,
c'est la désinformation. Ouais. C'est des gens qui vont dire des choses qui soit ne sont pas vraies ou qui sont pas basées sur des données, mais qui sont basées sur des ressentis. Ça, c'est différent. Tu sais, par exemple, il y a une fois, avec une commentatrice à l'émission de Gérald Filion, qui disait « Ah, le Québec, de toute façon, pour le transport en commun, c'est beaucoup trop grand et beaucoup trop d'espace. » Ça, c'est une ligne politique. C'est pas vrai. Ouais. Regarde Montréal, regarde Québec, regarde Sherbrooke. On peut parler de si on devrait mettre de l'argent dans les transports collectifs ou non pour des questions éthiques ou politiques. Mais là, ça, c'est pas ça. C'est de dire le Québec est trop grand, c'est une fausse donnée. C'est ça. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve. Puis la désinformation, c'est extrêmement dur de désamorcer ça. Puis la haine, tous les débats sur l'immigration, ça, c'est rendu... C'est plus de la désinformation. Là. Il y a beaucoup de haine liée à ça. T'sais, on parlait de certaines lignes politiques tantôt, dire les immigrants volent nos logements. Newsflash, là. C'est pas vrai. Non, c'est ça. Puis on parlait des immigrants qui construisent nos logements, on parlait des gens dans le milieu de la construction qui sont peut-être des immigrants ou des nouveaux arrivants ou non. Ben, ces gens-là construisent nos logements. Il y a comme quelque chose dans l'espace public qui est tellement pernicieuse que des politiciens vont dire des choses, puis là, le titre de l'article, c'est « Les immigrants volent nos logements ». OK, recadrons le débat, là. Mais c'est ça. Mais c'est tellement deep, ça a tellement réussi qu'il y a des gouvernements qui sont élus avec ça, là, tu sais. Fait qu'imagine essayer de debunker Comment ça tu fais en 5 pour minutes. pas être... Moi, mettons, tu pas beaucoup de patience, oui. Fait que, est-ce que une petite méditation avant? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est dur. Mais c'est dur parce que, comme je vous dis, il y a les débats, puis moi, c'est la désinformation, j'ai de la misère, ou des débats qui vont tomber dans des affaires qui, pour moi, sont émotives. Tu sais, moi, je suis fille d'immigrante, là. Moi, mon père, il est immigré de Madagascar à 17 ans, immigrant africain, d'origine indienne, qui ne connaissait pas du tout ce qui se passait, qui n'avait jamais vu l'hiver, qui arrivait dans un nouveau milieu, mais qu'aujourd'hui... qui n'a pas volé la place à personne. Il n'a certainement pas volé la place à personne. Ma famille, mes oncles, mon grand-père ont engagé du monde, ils ont bâti des business, ils ont participé à l'économie du Québec, ils ont payé des impôts, leurs enfants aujourd'hui, les enfants de ma grand-mère là, qui parlent à peine français, là, qui parlent Gujarati là, 100% du temps, là, elle, là, ses enfants sont profs d'université, sont techniciens en informatique, sont psychologues, sont ingénieurs, à un moment donné, il faut laisser un peu de lousse, là. Bref, fait que pour moi, il y a des débats comme ça, par exemple, qui m'ont vraiment heurté. Il y a un débat, entre autres, à Radcan, où à la pause, c'était sur le débat Arun-Boisy. Je sais pas si vous oui. C'est un fameux débat. C'était, oui. Puis à la pause, j'ai pleuré. Puis là, T'étais chez vous ou t'étais j'étais en onde, en studio, mais pas devant les gens. Ouais. J'étais comme dans mon petit cubicule. Puis moi, dans la vie, si j'ai des émotions, comme parlez-moi pas. Fait que là, j'étais juste comme ça, la tête dans les mains, puis j'attendais que ça passe. Puis là, les gens de l'équipe, qui sont par ailleurs des gens avec une empathie là, dans le tapis, là, ont vu ça, puis ils étaient comme « Maïka, ça va-tu? » Puis moi, je me demandais « Maïka, ça va-tu? » Ça ouvre les... Fait que là, tout le monde essaie de me parler pour me... Tu sais, parce que les équipes sont extraordinaires. C'est pas eux qui ont ces idées-là. Tu sais, puis souvent, moi, les animateurs avec qui je travaille, cet été à Midi Info, tu sais, les animateurs essaient toujours de recadrer, puis essaient de, tu sais, ils essaient de shutter down, là, c'est de la désinformation, puis tout ça, mais le débat sur Arun-Boisy, c'est tellement rapidement devenu un débat sur les mots qu'il utilisait. Il a tellement été garoché en dessous de l'autobus, là. Par son propre parti, d'ailleurs. Par tout le monde. Puis des messages de haine, alors que personne parlait du fond du débat. Non, c'est ça. Qui est... Est-ce qu'on utilise les immigrants comme des boucs émissaires? Est-ce que le discours à l'Assemblée nationale, parfois, aujourd'hui, utilise les immigrants comme boucs émissaires? La réponse est oui. Puis tous les mots qu'utilise Arun, je le connais personnellement, puis il a donné une entrevue, entre autres, où là, évidemment, t'es sur le show, puis là, tu parles de trucs, puis il y a peut-être des choses qui ont dépassé sa pensée, mais dans le discours original qu'il a fait, la quote, la citation, que tout le monde sortait, tous ces mots-là, moi, là, je te les aurais défendus. Mais c'est ça. Puis dans le reste du discours, moi, j'étais allée l'écouter au complet. Le discours, c'était très drôle parce qu'à la fin, c'était comme un gala de reconnaissance de personnes immigrantes, là, justement. Puis il me parle à quel point on est content d'être québécois, on est content de faire partie de la société québécoise. Puis il en parle là, un bon 3 minutes. Là. Puis ça me fait rire parce que j'étais comme tiens, c'est pas ce bout-là que t'en as parlé. Que j'en parlais tout le temps avec mon père. Puis mon père était comme... Tu sais, il savait, mon père, il écoute des fois les nouvelles par l'entremise de ce que je lui filtre bien, là, tu sais. Fait que là, je parlais, puis ça n'a pas de bon sens à Arun-Boisy, puis nous, on en a parlé beaucoup au podcast. Puis là, à un moment donné, je sais pas, on en a reparlé, puis là, je ressortais c'est quoi la quote qui avait tant fait scandale, puis il était comme, ben non, c'est pas juste ça. J'étais comme, oui, papa, c'est ça. Il était comme, ben là, je pensais qu'il avait dit quelque chose de vraiment pire que ça. J'étais comme, non, il y a vraiment... Mais comme ça reste dans l'esprit, les gens vont pas aller écouter le discours, là, t'as vraiment eu... t'as pris le temps, là. Oui, d'aller le voir, là. Mais la plupart des gens vont pas faire ça, puis
après, c'est ça que je trouve drôle parce que moi, j'ai été associée à certaines mouvances. Tu sais, effectivement, je suis antiraciste parce que j'aime pas le racisme. Cry me a river, là, excusez, là, tu sais, je pense que tout le monde devrait être pour l'égalité des genres, des gens, des individus, bon, tout ça. Puis il y a un chroniqueur du Journal de Montréal qui a lu mon dernier livre. Tu viens d'où? Réflexion sur le métissage. Mais écoute, la personne qui s'occupe de communication à Luxe Édition avait pas vu passer. Fait que des mois plus tard, elle est comme « Ah, Maïka, je sais pas si t'as vu, mais t'as eu une chronique sur ton livre au Journal de Montréal. » Puis, ben soyons honnêtes, j'ai eu un peu peur. Ouais. Tu sais, j'étais comme... Parce que le Journal de Montréal, les chroniqueurs du Journal de Montréal ont historiquement pas été très doux à mon égard. Et, bon, tout ce qui est question d'identité, immigration, moi, je parle du métissage, de l'identité raciale, c'est mixte, beaucoup de mots qui les trigger d'habitude. Là. Oui, exactement, tu sais. Puis là, je lis, puis il avait tellement bien compris le projet. C'était tellement beau là, de voir ça, parce qu'il disait, il a été super honnête. Il disait, j'ai lu ça en me disant que ça allait être un autre truc de... Je pense pas qu'il utilise le mot woke, mais en disant, tu sais, bon, je m'attendais à quelque chose. Puis il dit, finalement, Maïka Sandarji, elle aime beaucoup le Québec. Mais là, puis elle aime... Non, mais fait que c'était beau ça, parce lui, que c'est le seul de tous ceux qui ont parlé de mon livre, c'était le seul qui parlait de tout ça parce qu'il l'avait lu comme ça, puis je trouvais ça beau parce que j'espère qu'il y a des gens qui vont le lire comme ça, comme « Ah, ben oui, Crème est issue de l'immigration, mais elle est Keb. » Elle est Keb, elle aime le Québec, elle aime la société dans laquelle elle évolue. T'sais, c'est pas parce que tu critiques les pendants négatifs ou les trucs que tu penses pas que le Québec, c'est un super bel, j'allais dire un mot, un de beau, de bel endroit où vivre. Donc, c'est ça que je trouve ça plate quand tu ils ont cette appréhension-là, eux autres, où ils nous écoutent pas parce qu'ils sont comme, non, mais cette personne-là, elle haït le Québec. Puis vice-versa, je te dirais, tu sais, l'état des... Mettons, on se regarde, là. Tu sais, l'état des débats publics en ce moment, c'est de la faute de tout le monde. Tu sais, à droite et à gauche, on a très peu de... Je sais pas si c'est le genre de podcast où on peut sortir des gros mots, là, mais de générosité épistémique. Tu sais, on est très peu généreux envers la personne devant nous, tu sais, qu'on considère automatiquement comme nos ennemis. Puis on parlait de Jean-François Lisée tantôt. Moi, honnêtement, là, 50% de ses chroniques, je les aime. Souvent, je vais lire une chronique, puis là, je suis comme « Ah, ça fait du sens, il est brillant, là. Il a fondé un centre de recherche où j'ai travaillé pendant longtemps, le Cérium à l'Université de Montréal. » Puis là, oups, il se met à parler des woke, puis là, je suis comme « Ah, GF! » Tu me faisais plaisir. Ben, c'est ça. Fait que, je pense qu'il faut avoir plus d'ouverture envers les gens, puis l'affaire, c'est qu'on est tous braqués. Après, je dis pas qu'on doit vivre la violence, puis accepter que les gens aient des discours violents. Je pense qu'il y en a qui sont irrécupérables. Il y a des gens qui... Quand tu utilises la haine activement puis la cruauté pour vendre des papiers puis avoir des likes puis des partages, c'est pas cool. Mais à gauche, on devrait aussi avoir plus d'humanité envers les gens qui pensent différemment de nous. Oui, mais moi, on dirait, nous, c'est parce que nous, on a fait, pas de festival pacing, je le rappelle tout le temps à Farouche, puis là, nous, on s'est fait beaucoup dire par notre milieu, là, vous auriez dû parler, vous auriez dû discuter, vous auriez dû faire de l'éducation par rapport à ça. Puis moi, c'est drôle, parce que je trouve que c'est une... Je suis d'accord avec toi, mais des fois, je suis comme... c'est correct si toi, ça te tente pas de parler, tu sais, aussi, là, parce que je trouve diversité des tactiques. Ben, diversité des tactiques, mais je trouve que des fois, c'est important de le rappeler, parce qu'il y a des gens qui se sentent comme mal de pas pouvoir en parler, tu sais. Je l'ai fait en atelier causerie, je le vois, des fois, des gens qui sont comme « Hey, je sais pas comment y parler à cette personne-là. » T'es comme, c'est correct si c'est pas toi qui as besoin d'y parler. Il y a d'autres personnes qui vont plus être en mode on bâtit des ponts, cette expression. Moi, je brûle le pont, je saute de l'autre bord, je commence à faire, puis après ça, construisez-le, puis venez me rejoindre, mais moi, je suis déjà rendue de l'autre bord. 100%. Ça sert, il y a le concept de la fenêtre d'Overton. Oui. Puis moi, là, je suis devenue, j'accepte que je suis plus dans le dialogue. Puis dans le parler, j'appelle pas ça les ponts, moi j'aime pas trop l'image du pont, mais au seuil. T'sais. J'essaie de voir avec quel point commun on peut avoir, puis si on peut discuter. Si on peut pas discuter, je te laisse partir et je vais pas interagir avec toi. Je vais pas écrire une chronique pour essayer de rasséréner Mathieu Bock-Côté sur l'immigration. Je vais pas faire ça. Mais j'essaye ça. Mais je suis tellement contente qu'il y a du monde qui brûle les ponts. Là, c'était moi là-dessus. Mais en tout cas, ça va être cet extrait-là. Non, mais je suis très contente qu'il y a des gens plus féministes que moi, plus antiracistes que moi, plus radicales, disons, que moi, parce que ça déplace la fenêtre d'Overton vers la gauche. La fenêtre d'Overton, c'est ce qui est légitime de dire et de penser en ce moment. Puis en ce moment, par exemple, Québec solidaire est considéré comme extrêmement radical à gauche, tu sais. Alors que on s'entend, là, tu sais, pas tant, dans le sens où ils se sont vraiment centrés depuis plusieurs années, puis sont rendus assez, centre-gauche, tu sais, sur la plupart des... C'est très genre PQ 1970, là. Exact, donc, mais dans ce qui est possible de dire en ce moment dans l'espace public, ce qu'ils disent, de dire, par exemple, on va donner l'assurance dentaire à tout le monde, on va avoir, on va protéger les infirmières, on va augmenter le salaire des profs au primaire.
Ça, c'est radical. Ouais. Mais s'il y a des gens qui étaient plus radicaux que ça, peut-être qu'on considérait ça comme légitime. Ben normal, ouais. Tu sais, puis mettons, moi, mon père, quand il est arrivé dans les années 70, on disait « les immigrants volent nos jobs ». On disait ça tout le temps. Je sais pas toi, quand tes parents... tu sais, c'était ça le leitmotiv. Ça pognait politiquement. Là, après ça, pendant quand même, depuis plusieurs années, dizaines d'années, là, hey, on pouvait pas dire ça. Là. Si tu dis « les immigrants volent nos jobs », c'est comme... ça sonne un peu raciste. C'est ça. Mais... qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ils veulent nos logements. Les logements. immigrants volent nos logements. Fait qu'on est comme revenu. La fenêtre s'est redéplacée où là, il y a des choses qui est possible de dire. Puis quand c'est possible de dire des choses, c'est possible de faire des choses. Puis c'est possible de brimer les droits et libertés des gens. Fait que, en tout cas, donc oui, diversité des tactiques à fond. Et puis, volent nos jobs, c'est drôle parce que quand il y a eu la pénurie de main-d'œuvre, tu pouvais tellement plus dire volent nos jobs. T'es comme quel Exact. job? Ah, mais on Quel va tous job la que quitter tu notre fais? job demain matin. Essaie de faire rouler ton Québec, Frankie. C'est ça que... Moi, j'étais allée cueillir des fraises, là, puis c'était pas Régent de la Beauce. C'était pas puis Blanc-Blanc. C'était pas Philippe et Étienne là, qui cueillaient Non, nos c'est fraises. ça. Là. Hey, by the way, moi, je sais juste que c'est une nouvelle information que j'ai et j'aime bien la dire sur toutes les tribunes. Maintenant, je vais commencer à dire ça. En Abitibi, moi, j'ai appris ça dans le podcast de Fred Savard. On a parlé à Geneviève Belland, une fille de Val-d'Or, qui parlait de ça dans son mémoire. En Abitibi, il y a des appartes à 6 000 $ par mois, des 5,5, parce que c'est les minières qui louent ça pour les travailleurs, qui font du fly-in, fly-out. Fait qu'il y a plein Mais c'est pas d'apparts. des immigrants? Non. Il y a plein de... Puis, il y en a, le pire, parce que t'as besoin d'un genre de... un an de formation, fait que tu t'en vas faire ça, parce que c'est du travail de mine, il y en a tout le temps, puis ils ont tout le temps besoin de monde, mais c'est juste ça. Fait que là, t'as des apparts à 6 000 $ qui sont vides, un mois sur deux, des fois, parce qu'ils vont louer, genre, par chambre. Fait que là, t'as des apparts hors de prix, dans des régions éloignées, qui fait que ça aggrave la crise du logement. Puis ça, c'est pas la faute des immigrants. Ouais. Comme, est-ce qu'on peut recadrer le discours puis dire, c'est, premièrement, les gouvernements qui n'ont pas construit de logement, c'est pour ça qu'il y a une crise du logement. C'est à cause des Airbnb, des gens qui possèdent des immeubles au complet, souvent pas dans les normes, qui vont louer des Airbnb plutôt que de les mettre en locatif. C'est pas puis dans les villes, comme tu dis, si tu regardes les données, même des villes où il y a très peu d'immigrants, c'est ça. il y a quand même une crise du logement. C'est ça. Comment t'expliques ça, Frankie? Voilà. Non, mais Luc Poirier a dit qu'il travaillait pour en faire. Non, mais... Luc. Il est construisant des logements, Luc. Oui, t'as les sous pour le faire, Luc, 2500 $ à Saint-Philippe, un 4,5. Oh my God. Hey, non, moi, en tout cas, C'est où Saint-Philippe, mais on va parler de ça. Oui, c'est à 15 minutes de Brossard. Ah Pour ouais? vrai? Ouais. Hey, 15 minutes de Brossard, 2500 $, un 4,5. J'aime ça que ton référence, ce soit Brossard. Tiens-tu de Brossard? Non, pas partout. Ah, okay. Je suis juste vraiment allée voir Luc Poirier parce qu'il disait, moi, j'en veux en faire des logements, puis c'est les villes qui m'empêchent de faire des logements. Fait que je suis allée voir, puis c'est pas vrai. Non, c'est ça. C'est là, je me sens Écoute, 2500 qui $. l'a cru? Un dragon menteur. OK. Maïka, t'en as parlé un petit peu. Ton papa est arrivé de Madagascar. Ta maman est une femme québécoise blanche de Stoke, en Estrie. Moi, je suis allée checker c'était où. Je connaissais pas ça, Stoke. Ton plus récent Tu connaissais essai- Stokes? Stokes, beaucoup, parce que j'ai Pas en même place? cette obsession pour la vaisselle. Mais c'est de ça qu'on allait parler. Dans ton plus récent essai, donc, tu viens d'où? Réflexion sur le métissage et les frontières. Ben, ça porte sur la fluidité de ton identité, entre autres. Tu as déjà dit que, ça m'a intéressé, je voulais t'en parler plus, que t'aimais ça, toi, quand on te posait la question que plusieurs personnes racisées détestent, tu viens d'où? Pourquoi t'aimes ça, cette question-là? Puis là, je tourne le coin rond. Là. T'as pas Oui, non, juste c'est dit une ça, très bonne là, question. mais- Je dis ça, non, vraiment, moi, si tu me demandes à moi, Maïka Sandarji, j'aime ça me faire poser la question « je viens d'où ?» parce que, j'en parle dans le livre, je suis white passing. Je peux passer pour blanche. Dans comment je parle, dans comment je me présente, dans comment je m'habille, dans comment j'ai été socialisée. Donc, ça me permet de parler d'une partie de moi qui est plus Pas invisible. visible, ouais. Puis récemment, c'est super drôle parce que je suis chez le dentiste, Dr Patel. Puis là, Dr Patel, il regarde mon nom, puis je le vois dans ses yeux qui se demande je viens d'où, mais il pose pas la question vraiment directement, mais en tout cas, il trouve une manière de me poser la question. Puis là, les deux, on vient du Gujarat. Donc, moi, mes parents, mais en fait, mes arrière-grands-parents ont immigré du Gujarat indien vers Madagascar. Lui, ben, il vient du Gujarat, il a immigré au Canada, fait que c'était super drôle. Puis là, il tripait sur le fait, puis là, il m'a demandé tous les mots, voir si je connaissais des mots en Gujarati. Il a parlé de moi à sa femme, il a parlé de moi à tous les hygiénistes dentaires. Il était comme vraiment excité de ça. D'associer ton nom à ton visage, puis Parce qu'il était comme, il Sundarji. Non, c'était vraiment juste le Sundarji. Ah, ça doit venir du Gujarat. Mais je voyais dans sa tête. Fait que, bref, mais c'était une super belle conversation. Puis effectivement, ça venait d'un endroit de vraiment de curiosité, puis tout ça. Ceci dit, quand je parle de ça, faut que je fasse attention parce que là, les gens prennent ça comme un joker. Ils disent, j'ai une amie issue de l'immigration. Que ça ne dérange elle a pas. dit que ça qui dérange dit que pas. c'est correct, donc. Puis là, je suis comme, mais le problème avec ça, c'est que moi, j'ai plein d'amis qui se font demander, tu viens d'où? À l'épicerie.
en jogging quand ils ont zéro envie de se faire demander ça, ou que je sais pas moi, une amie dont les arrière-grands-pères viennent de République dominicaine, elle est noire, elle se fait demander elle vient d'où 3 fois par semaine, puis des fois c'est bien intentionné, mais des fois c'est pas bien intentionné. Oui, puis c'est genre la deuxième question après, salut, as-tu vu le pain, puis tu viens d'où, tu sais? Juste tape sur l'épaule. Tu viens d'où, toi? Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais dans un bar, puis là, le gars, il prend ma carte de crédit pour que je paye. Puis là, il regarde mon nom, il me regarde, il dit « Ah, Sandarji, ça vient d'où, ça? » T'es comme « Bonjour, j'ai pas pris mon café. » Non, puis là, à un moment donné, j'étais à un rendez-vous chez l'ostéopathe, tu sais, à moitié tout nu, là. Puis là, j'ai les pattes de même, puis là, le monsieur, Gérald, on va lui donner un nom, de Gatineau, bien intentionné, mais j'ai les pattes de même, puis il me demande « Hey, donc, ton nom, c'est pas d'ici, ça? » Puis là, je suis comme... Je suis pas à l'aise. Je suis pas dans le mood, tu sais. Fait que je pense que si tu développes une relation avec la personne, puis une relation, ça peut être 10-15 minutes de conversation. Ouais, c'est ça. Tu rencontres quelqu'un dans un meeting, ou tu sais, dans le cadre de ton travail, ou dans le cadre de, d'amis, dans une soirée, quoi que ce soit. Moi, je le demande souvent au monde. Mais si on a développé un peu quelque chose avant. C'est ça. Puis là, quand je parle de ça, j'ai fait un post récemment sur Dr. Patel. Puis là, les gens étaient comme, ouais, mais moi, je le demande parce que, tu sais, je suis bien intentionnée. Puis là, waouh, toutes les belles conversations qu'on perdrait. Ouais, mais c'est pas à toi de décider ça. Puis ça se peut que la personne, à ce moment-là, elle ait vraiment envie d'en parler, mais ça se peut qu'à ce moment-là, elle ait vraiment pas envie d'en parler. Puis peut-être que tu peux avoir des belles conversations sur d'autres sujets, puis c'est pour éviter des imbroglios puis éviter des faux pas. Donc, ce que je suggère, c'est d'attendre d'avoir un début de conversation ou de connexion avec la personne avant de le demander, parce que pour beaucoup de personnes, le sous-texte, c'est « tu viens pas d'ici ». Mais oui, puis tu sais, moi, parce que je lis beaucoup là-dessus, puis que j'ai développé mon sensibilité par rapport à ça et tout, tu sais, moi, puis je sais que c'est le cas pour plusieurs personnes aussi racisées, que c'est visible, ben, je suis tout le temps un peu en mode braqué une microagression peut arriver à tout moment. Ah oui. Fait que, tu sais, si je te connais pas, puis que tu me claques avec ça, la première chose que tu me dis, ça se peut que je réponde pas super doucement. Ça se peut, ça me tape. Mais si c'est comme tu dis, au fil d'une conversation... Exact. Moi, j'adore ça, parler de la Tunisie. Là. J'aime ça en parler, puis t'apprendre là-dessus, puis t'inviter à venir chez mon cousin. Tu sais, comme machin. Mais quand c'est... Le sous-texte veut dire... Pourquoi c'est ta face? Oui! Puis le sous-texte, c'est pas nécessairement la personne, tu sais. Puis c'est ça que je trouve plate, parce que c'est pas de la faute des gens qui sont intéressés par d'où tu viens. Ouais. Parce que les gens, là, sont vraiment intéressés. Moi, je parle de Magasin, puis là, les gens vont me parler de la fois où ils sont allés dans un pays africain, puis ça va être... ou en Inde, puis là, ça va faire des super belles conversations. Mais le sous-texte vient du discours politique dans lequel on dit les immigrants volent nos logements, les immigrants sont trop, les immigrantes avec des voiles peuvent pas travailler. Fait que là, toi, t'es une femme avec un voile, là, tu te fais demander tu viens d'où? Ouais. Ça feel pas le fun. C'est ça. Puis c'est un peu à la Not All Men. Tu sais, je considère pas que, tu sais, où tous les serpents sont pas vénéneux, mais tu prends... Moi, je le sais pas si t'arrives en paix, si t'arrives avec un bon cœur, si tu vas pas me sortir vous devriez rentrer dans votre pays, vous nous gossez. Tu sais, comme je le sais pas. Puis peut-être que le matin même, t'as lu des articles sur le fait que on veut plus d'étudiants étrangers, on veut plus on veut plus, on enlève le PEQ, on enlève des programmes d'immigration. Tu sais, peut-être que toi, ton français est pas parfait, puis là, tu viens d'apprendre que ça va te prendre 6 mois pour apprendre le français. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu n'as pas envie de te faire poser cette question-là. Fait que prenez pas, mon intérêt à me le faire poser comme un free pass. Ce qui est drôle. Fait qu'on demande juste comme de l'empathie. Ouais, mais ce qui est drôle aussi, c'est que t'es comme... Moi, je trouve, tu sais, parce que en tant que blanche, je l'entends de... Tu te le fais dire souvent. Non, mais pourquoi on peut pas le dire, tu sais? Oui. Mettons, moi, je suis la woke de service qu'on me demande, toi, là, tu connais ça, là, les woke, là, pourquoi on peut pas dire ces affaires-là? Puis je suis comme, ben, justement, on travaille à faire un pays, une nation, whatever, qui est tellement ouverte que, justement, c'est comme plus grave. Tu sais, si c'est pas teinté de « t'as pas besoin d'être ici on s'entend que dans une utopie où tout le monde est les bienvenus, que ça va super bien, te faire demander « tu viens d'où de même casual », ben ça n'a pas la même façon. Non, parce que dans ma tête, le sous-texte, ça serait comme « hey, c'est bien... » Ça serait tout le temps « hey, c'est bien intéressant, ta couleur de peau, dis-moi en plus. » C'est ça. Mais en ce moment, le sous-texte, c'est pas ça. C'est ça, c'est tu voles mes logements. Tu voles mon logement, t'es un poids sur nos services publics. Alors que c'est ça, comme on disait tantôt, tout ça, c'est une question de qu'est-ce qui est acceptable de dire et de penser. Fait que je suis tellement contente quand je vois des femmes dans l'espace public qui repensent le discours puis qui essayent de recadrer des trucs qui sont faux parce qu'il en faut plus, là. Puis moi, un de mes combats de vie, c'est d'aider des femmes, entre autres. Pas parce qu'on pense toutes pareil, mais parce qu'il y en a pas assez, là, dans les médias. On disait tantôt, il y a pas beaucoup de personnes de gauche. Il y a aussi il y a peu de féministes, il y a peu de gens avec des idées un peu différentes.
centre de gauche. Fait que plus on est à recadrer le discours, à partager les trucs sur les médias sociaux, tu sais, il y a comme... je suis rendue là-dedans parce que les gens ont très peu de temps pour s'engager. Je suis comme, au moins... Si dans l'espace public, tu peux visibiliser, encourager, moi, des petits mots que je reçois pour me dire « Hey, wow, ça va l'air d'un débat difficile, hey, merci. Hey, ça me fait capoter parce que des fois, t'en reçois des messages de merde, de gens qui t'aiment pas, puis que t'es comme... Fait que c'est dur. Puis on disait de gauche, tu sais, moi, il y a plein de gens, Aurélie Lanctot, Noémie Mercier, Vanessa Destiné, il y en a qui... Amel Zaza, il y en a qui ont tranquillement qui se sont éloignés. Ben oui, parce que c'est trop violent. Ouais. Exact. Puis ceux qui restent, ben il faut qu'il y ait de la sororité. Puis moi, c'est le terme en ce moment qui m'habite beaucoup. Le Bell Hooks parlait de la sororité dans son livre All About Love, Tout sur l'amour, en français, ça a été traduit. La sororité envers des gens qui se mouillent, qui se risquent, qui brûlent des ponts. Si on s'appuyait un peu plus les uns les autres, ben peut-être qu'on serait plus à aller au bat. Ben, tu nous amènes à une belle question qu'on voulait te poser, justement. C'est notre question spéciale, Ben et Rebelle. Ça, c'est nos partenaires parce qu'on les aime beaucoup. C'est un commanditaire avec qui encourage les artisans locaux, qui valorise des produits durables fabriqués dans le souci de préserver la planète. D'ailleurs, code promo Farouche 15 pour votre magasinage en ligne et sur la place de Saint-Hubert. Et on voulait savoir, est-ce qu'il y a des aspects de ta vie où tu décentres les hommes? Parce que ça, c'est une boutique que c'est 100% des femmes qui travaillent là. Donc, est-ce qu'il y a des aspects de ta vie où tu décentres les hommes volontairement? Ben non, moi je les aime, les hommes. Non, c'est une blague. Non, mais c'est pas une blague. J'aime les hommes, mais oui, parce que si on vivait dans un monde où tout le monde a la même place, et je retourne avec mon terme épistémique, dans les épisystèmes, si tout le monde avait la même place dans les discours publics, dans l'académie, on n'aurait pas besoin de décentrer les hommes. Mais en ce moment, tu sais, moi, à l'université, dans mes cours, les syllabus, j'ai fait des recherches là-dessus, les plans de cours, c'est encore principalement des hommes occidentaux, malgré eux, #NotAllMen, mais j'essaie vraiment de, par exemple... Ce qui est demandé dans les lectures et tout ça. Là, exact. On ne fait lire à nos étudiants que des personnes occidentales, principalement des hommes. Dans des cours, par exemple, moi, de relations internationales, tu sais. Ou même des cours, mettons, tu vas dire, philosophie contemporaine. Que des hommes blancs? Really? Ça sonne... Tu sais, alors, là, que la minorité de la planète. Ben, exact. Parce que, tu sais, des philosophies africaines, il y en a, des philosophies chinoises, des philosophies autochtones. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est beaucoup de décentrer ça. Puis si on me dit, t'es obligé de parler de Emmanuel Kant, tu sais, c'est un cours de philosophie. Fine. Je vais parler d'Emmanuel Kant à l'oral dans mes cours, mais dans mon syllabus, ce que je vais vous dire, hey, c'est important de lire ça, ça va être des rejoinders, des critiques, des femmes, tu sais, moi, en relations internationales, je vais assigner beaucoup de chercheurs du Sud global sur différentes thématiques, parce que dans un cours de relations internationales, quand on a, je sais pas moi, une semaine sur l'Afrique, puis tu me fais lire des Européens français qui travaillent sur l'Afrique, tu sais, c'est problématique. Hey, c'est surréaliste. Non, mais c'est encore, j'ai fait une recherche académique là-dessus, tu sais, dans 50 plans de cours en relations internationales, par exemple, on va parler, dans 85% des syllabus, on va parler de la guerre froide, mais dans 2% des syllabus, on va parler de la décolonisation. Puis des processus de décolonisation, là, c'est pas terminé, là. Il y en a encore en cours. Tu sais, Palestine, Ouïghour, Tibet, bon. Donc, c'est pas une question historique, là. La guerre froide, tellement importante. Ouais, mais la colonisation, puis la décolonisation aussi. Il y a d'autres pays, là, oui. Quand on enseigne, c'est des choix épistémiques, puis les gens souvent disent, non, mais on doit parler de telle chose. Non, c'est parce qu'on s'est fait dire depuis des dizaines d'années qu'on devait parler de telle chose. Mais c'est des choix qu'on fait, puis on peut à la fois assigner des personnes différentes, des sujets différents, des thématiques, des théories, des approches, puis tout ça peut-être arriverait à un monde où on pense différemment. Ben c'est ça, ça m'amène à ce que tu dis dans ton premier essai, là, Perdre le Sud. Tu proposes le terme internationalisme radical. Nous, tout ce qui a... recherche, c'est une bonne recherchiste. Non, engagez-moi pas comme recherchiste, j'ai ça. Mais nous, on aime tout ce qui a le mot radical, on adore. Fait que qu'est-ce que c'est ça, l'internationalisme radical? C'est un peu ça, considérer un tout et pas tout ce qu'on nous a toujours servi. Exact. Fait que ça, c'est essayer de voir comment... Ben, la prémisse, c'est il y a des inégalités dans le monde. Breaking news. À plein d'égards, tu sais, de genre, des inégalités coloniales, raciales, tu sais, dans les moi je travaille beaucoup sur l'ordre mondial ou les organisations internationales, l'ONU, la Banque mondiale, tout ça. Puis quand je suis allée à Madagascar pour la première fois, puis après quand je suis allée au Burkina Faso pendant mon bac en journalisme pour travailler dans une radio communautaire, là je voyais, tu sais, que ça allait pas, là. Que je voyais la chance que j'avais d'être née dans un autre pays qui est basé sur rien. Tu sais, moi, ma grand-mère, elle s'est mariée à 14 ans. Mariage arrangé,
Elle a eu 13 enfants. Elle a jamais quitté Madagascar. Elle a vécu sa vie, c'était difficile. Là, moi, j'arrive, j'ai 36 ans, j'ai un doctorat, j'ai une bonne job, j'ai une maison, je vis dans un monde où j'ai pas peur que ma fille soit kidnappée ou tuée. Il y a vraiment des avantages. Puis Ayele Chacher, un auteur qui parle de la loterie de la naissance. Puis ça, c'est basé sur rien. T'sais, pourquoi est-ce que moi, comme Canadienne, je peux m'installer sans, je veux pas surestimer ma valeur, mais je peux m'installer à peu près dans 182 pays, ou aller visiter 182 pays sans visa, alors que mon amie iranienne, elle peut aller dans 27 pays sans visa. Pourquoi? C'est pas basé sur la rationalité, c'est juste la loterie. J'ai gagné à la loterie de la naissance. Puis là, je réalisais ça, puis tout ça, puis donc, j'essayais de me demander, bon, les inégalités qui sont créées, on parlait des compagnies tantôt, là, je n'irai pas dans le détail de mon premier livre, mais comment est-ce qu'on pourrait régler ça? Ben, peut-être en ayant des organisations qui parlent pour tout le monde. Peut-être en ayant... on parle par exemple de commerce équitable. C'est bien beau là, acheter son café équitable, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des règles de commerce qui sont équitables? Qui exploitent pas des pays qui sont plus égalitaires? Pourquoi est-ce qu'on protège pas mieux les travailleurs-travailleuses dans des pays du Sud global? Puis tout ça, on parlait de comment tantôt les discours influencent les pratiques. Si on avait plus de solidarité envers, par exemple, des femmes du Bangladesh, peut-être qu'on verrait différemment nos accords économiques, qu'on verrait différemment... Shein. C'est tout. Shein, effectivement, mais donc, je sais pas moi, il y a des différences dans notre solidarité et donc ça fait des différences dans comment est-ce qu'on accepte certaines choses dans le monde. Tu sais, justement, la production de fast fashion. Il y a un chandail, les Spice Girls avaient fait une campagne, on a né un chandail, c'était Girl Power. Puis c'était pour l'empowerment des femmes, ils vendaient ça, puis les profits allaient à une organisation de coopération internationale, l'empowerment des femmes, tout ça. Puis là, on est les travailleuses au Bangladesh sont sorties pour dire « Hey, nous, on les couvre vos chandails pour 35 sous de l'heure. » Fait que moi, c'est ça mon livre un peu, c'est de voir l'ironie entre on fait des beaux projets de coopération internationale, souvent un peu teintés du complexe du sauveur blanc, et d'un autre côté, on a des règles de commerce complètement débiles, puis on laisse des femmes, on engage des femmes pour 35 sous de l'heure, mais souvent, c'est pas par mauvaise intention. T'sais, on le sait pas, ça. Les gens à qui je parle, ils savent pas ça, que leur chandail... ils pensent pas. Ouais, c'est ça. C'est pas par mauvaise intention, mais le fait est qu'on vit quand même dans ce système-là, puis par notre inaction, on l'accepte. Fait que comment est-ce que l'internationalisme radical, ce serait comment est-ce qu'on changerait ça? Comment est-ce qu'on aurait des règles globales qui empêcheraient l'exploitation, l'oppression, la dépossession? Tu sais, une compagnie multinationale là, pharmaceutique qui peut aller voler les connaissances des femmes autochtones sur une certaine herbe, par exemple, traditionnelle, breveter ça, puis faire des milliards avec ça? Ça fait pas de sens. Pourquoi est-ce que pendant la pandémie, on permettait pas à des compagnies indiennes de produire le vaccin? C'est pas parce qu'il n'y avait pas les capacités. C'est parce que les vaccins qui avaient été développés par des compagnies américaines avec de l'argent public, avec les données qui venaient souvent d'épidémiologues en Afrique puis des données de l'Organisation mondiale de la santé, eux voulaient pas partager leurs recettes. Fait qu'on empêchait... Fait qu'on laissait des gens mourir. En tout cas, fait que c'est ça qui depuis longtemps m'anime et que j'ai fait une maîtrise puis un doctorat là-dessus, puis c'est ça. Ça a donné Perdre le Sud. Sûrement un petit résumé de toutes ces années d'études. Mais oui, allez lire ça, Perdre le Sud, tout à fait. On voulait, peut-être, là, le temps file, puis on veut s'en garder pour la prolongation Patreon, parce que tous ceux qui nous écoutent, sachez qu'on se garde Maïka pour un 5 minutes de plus qui sera juste accessible pour nos Patreons. Oui. Peut-être une dernière question, puis après ça, on fera la... Oui, mais une question qu'on pose souvent à nos invités. Est-ce que tu as une bonne anecdote de mansplaining pour nous? Ben, ça arrive jamais, ça. C'est pas mansplaining. Laquelle choisir? Écoutez, ou de whitesplaining, peut-être. Oui, c'est ça, parce qu'on a la chance d'avoir les deux. Ah, mais là, tu trouves une autre boîte de Pandore, là. Mais je pense pas qu'il va écouter ce podcast, fait que je peux me permettre. Mais j'ai un collègue, à un moment donné, dans une réunion, on parlait du fameux terme « décoloniser ». Moi, je trouve que c'est devenu vraiment un buzzword, là. C'est devenu un mot valise qui veut dire tout et n'importe quoi. Là. Maintenant, on peut décoloniser les sofas, on peut décoloniser la couleur, décoloniser le yoga, décoloniser la nourriture. Tu peux décoloniser n'importe quoi. Là. Mais j'ai écrit un livre, j'ai fait des recherches, puis si tu parles de décoloniser, tu dois parler de hiérarchie raciale, de capitalisme, de modernité. Il y a comme, tu sais, c'est lourd. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas de la décolonisation, mais qui sont très bonnes pareil. T'sais, on peut être antiraciste sans décoloniser. Parce qu'au Canada, tu sais, mettons, à un moment donné, Affaires mondiales Canada m'a invité pour parler de décolonisation de l'aide internationale, puis de décoloniser Affaires mondiales Canada, puis j'étais comme, OK.
est-ce que vous êtes prêts à redonner les terres des Autochtones sur lesquelles les bureaux se trouvent? T'sais, mais après, tu peux mieux faire. Tu peux améliorer tes pratiques, tu peux localiser tes pratiques, tu peux être moins raciste. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais bon, je connais quand même le dossier. Oui, c'est ça. Puis, d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus en anglais, là, mais sur Decolonizing as a Buzzword avec un chercheur du Ghana, canado-ghanéen, sur lequel on parle de ça. C'est quoi décoloniser? Bref. Puis, dans une réunion, on parlait de décoloniser notre école de développement international. Puis là, il y a un de mes collègues blancs, homme, qui me dit « Ah ouais, mais là, si on décolonise, là, on va tous perdre nos jobs. » Puis je dis je pense qu'on comprend pas la même chose. Puis là, on m'a comme un peu, quelqu'un m'a dit « Ah ben Maïka, j'ai comme été intégrée à la conversation, puis là, j'ai été obligée d'expliquer c'était quoi. » Puis là, vraiment, il me définissait un truc qui était vraiment un truc très cliché de ce qu'on pense qu'est la décolonisation, c'est-à-dire les personnes blanches, comme on les envoie dans des camps de concentration puis on les voit plus jamais. Genre, c'est pas ça, là. Je pense qu'on peut réaliser qu'il y a des injustices passées liées à la colonisation, liées au capitalisme, sans dire les personnes blanches n'ont plus le droit d'exister, là, Mais ça, c'est assez fascinant. Ça veut vraiment dire que, comme pour ces personnes-là, c'est la seule façon de vivre avec l'autre un peu. Oui. Moi, je trouve que c'est ça que ça veut dire de quand un blanc dit ça, là, de genre, oh mon Dieu, si on redonne les terres aux Autochtones, ils vont venir dans notre cuisine. C'est parce qu'ils pensent qu'on va leur faire la même chose qu'ils nous ont fait. Exactement, Ils ont peur. C'est pas ça, le but, là. Mais c'est que aussi, tu sais, en développement international, c'est encore plus profond comme champ académique parce que, dans le fond, lui, sa thèse, c'est que, comme personne blanche, vous voulez pas qu'on parle, d'autres pays, qu'on peut pas être prof en développement international. Puis je suis comme, si, là... Puis là, l'argument, c'est l'humain est un humain, tout le monde devrait pouvoir parler de toutes les communautés. Moi, là, a priori, je suis une universaliste. Frantz Fanon est un universaliste. Frantz Fanon disait, tu sais, si on pouvait parler, tout le monde pourrait parler de tout le monde, si c'était le cas aujourd'hui, tu sais, il parlait de comment est-ce que l'homme par excellence, là, le prima facie, la personne par excellence qui est étudiée en sciences sociales, c'est toujours un homme blanc. Fait qu'on vit pas dans un universalisme parce que pour vous, l'être humain qu'on peut étudier, que tout le monde peut étudier, c'est un homme blanc. Et donc, un vrai universalisme, ce serait d'accepter toutes les particularités. Et donc, bref, tout ça pour dire que je pense que oui, a priori, un Ghanéen pourrait être un spécialiste du Canada. Un Canadien pourrait être un spécialiste de la Chine. Mais en ce moment, c'est pas ça qu'on voit. En ce moment, on voit que les personnes blanches ont le droit d'être spécialistes de tout et n'importe quoi, et n'importe quel pays, n'importe quelle communauté, mais jamais on engagerait un Bolivien pour être spécialiste des communautés blanches à Toronto. Fait qu'il faut comprendre, là, en ce moment, les inégalités épistémiques, qui a le droit de parler, qui est écouté, qui a une place là, à l'université, dans les médias, tout ça. Puis une fois qu'on va arriver à une égalité à ce niveau-là, après ça, on va, tu sais, super que des personnes puissent être spécialistes de quoi que ce soit, tu sais. Puis je trouve, dans mon champ, mais en général, dans l'académie, des gens vont aller en Haïti pendant 2 semaines écrire un article scientifique là-dessus, des gens, des Européens, mettons, ou des Canadiens, alors qu'un Haïtien n'a pas cette chance-là économique, de mobilité, tout ça. Fait il y a tellement d'inégalités à ce niveau-là que... C'est ça, on part pas égal à la base. Absolument faut arrêter pas. de se mentir. Absolument pas. Fait, bref, il m'a écrit des courriels par la suite pour m'expliquer c'était quoi la décolonisation. Je savais pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il disait, mettons? Il était comme, mais tu sais, je voulais juste expliquer mon point plus tôt. Tu sais, je voulais dire que non, puis que... Mais en fait, c'est parce qu'il était influencé par les débats sur les ce qu'on appelle les social justice warriors. Oui. Puis ça, là, on fera un tout autre épisode là-dessus. Moi, je suis très critique des social... Je suis très critique de la cancellation publique parce qu'on souvent, on connaît pas les tenants et aboutissants des choses. Après, tu sais, Gilbert Rozon, on peut s'entendre. Cancel that shit. On peut s'entendre. Mais, tu sais, il y a plein de cas où c'est touché, ou, tu sais, même, on parlait de nos communautés tantôt. Moi, j'ai évolué beaucoup dans des communautés antiracistes, puis, tu sais, il y a parfois des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Puis souvent, c'était les plus intransigeants. C'était souvent ceux de qui je recevais le plus de colère, de haine, puis je trouvais ça vraiment pas le fun. Alors que la colère des chroniqueurs du Journal de Montréal, je suis capable d'en prendre. Fait que je trouve qu'il faut... c'est ça. Fait que je comprends que lui était influencé par ça, ce type de pratique-là militante, mais la décolonisation, c'est pas ça. Non, mais c'est ça, là. C'est plus grand que toi, mon chum. C'est pas de la cancel culture. Écoute, Maïka, je le savais, moi, personnellement. Puis je pense qu'on était plusieurs à le savoir dans notre bac en journalisme, parce que malgré tes gains dans les concours de shooter, t'allais devenir une grande intellectuelle femme avec des réponses à absolument toutes nos questions. Merci tellement d'avoir été avec nous. Ça a passé tellement vite. On peut t'écouter à ton podcast On se livre, que tu co-animes avec Léa Clermont-Dion sur toutes les bonnes plateformes de balado. Et on peut se procurer
tes essais dans toutes les bonnes librairies indépendantes, si vous pouvez, si vous êtes capable. Oui, et puis d'ailleurs, on voulait encore remercier Pivot pour le prêt des locaux et de l'équipement. Merci à la Halte 24/7 pour l'accueil. Merci à Belle et Rebelle pour leur soutien indéfectible. Code promo Farouche15 pour votre magasinage en ligne et en boutique. Puis si vous voulez nous encourager encore, Patreon, il y a une petite prolongation avec Mike Cassandarji qui s'en vient d'ailleurs. Vous pouvez choisir le palier qui vous convient le mieux. Patreon.com/farouche. Merci beaucoup, Coralie Laperrière. Merci, Emma Chou. Parlez de Farouche autour de vous. On a plein de beaux épisodes estivaux qui s'en viennent avec plein d'autres invités extraordinaires dans les prochains jours. Restez à l'affût. Puis c'est ça, partagez vos épisodes préférés avec vos féministes prêtres. Là, nous, pour la prochaine saison, on se souhaite d'élargir la communauté des farouches radicales. Et on se retrouve en prolongation pour les gens qui le suivront. Et sinon, à bientôt les farouches. À bientôt les farouches.